Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans Analyse Hebdo, l'émission qui décrypte l'actualité en compagnie de notre expert Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Georges, bonsoir. Bonsoir Joël, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Alors, comme chaque vendredi soir, nous reviendrons sur 3 sujets qui font l'actualité. En premier lieu, nous analyserons les éléments qui favorisent la dissolution de l'Assemblée nationale. Ensuite, vous nous éclairerez sur les évolutions juridiques et politiques qui nécessitent l'avis de la population. Pour conclure par un sujet dans le cadre de la Semaine du droit, à savoir le rôle du droit dans la société actuelle. Très bien. C'est parti. Alors, Georges, dans le cadre d'un dîner, le président de la République a informé qu'il aurait recours à la dissolution si toutefois il y avait une motion de censure contre le gouvernement dans le cadre des débats sur la retraite. Et de nous comprendre un petit peu quels éléments favorisent la dissolution. Quelles sont les raisons politiques dans un premier temps qui peuvent la déclencher, cette dissolution? Pour comprendre les éléments politiques, il faut identifier une spécificité française, c'est que le président de la République est élu au suffrage universel direct. Donc il tient sa légitimité du peuple, ce qui est très spécifique à la France. L'Allemagne, l'Espagne et, ou plus près de nous, l'Angleterre, le président de la République, par exemple, le président de la République d'Allemagne est à peine connu. Mais en France, le fait qu'il soit élu par le suffrage universel direct lui donne une légitimité et lui valide un programme politique. Le problème spécifique de la France, c'est que ce programme politique ne peut être validé que par le Sénat, mais surtout par l'Assemblée nationale. Parce qu'en cas de litige, en tout cas de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée nationale qui, in fine, tranche. Vous comprendrez très bien que si le président de la République a, dans sa tendance politique, la majorité à l'Assemblée, les objectifs de sa campagne électorale peuvent être plus facilement traduits en droit, ce qui lui permet d'opérer les réformes qu'il souhaite opérer. Or, il se trouve qu'Emmanuel Macron, lors des dernières élections législatives, n'a pas eu la majorité absolue. Il lui manque exactement 15 sièges. Il est donc obligé de composer avec, en particulier, les Républicains, qui, je le rappelle, et jusqu'à 2023 sont majoritaires au niveau du Sénat, et les réformes qu'il voudrait faire passer, il ne peut les faire passer que dans le cadre de compromis particuliers. Et s'agissant des retraites, puisque c'est le fait générateur qui a enclenché, en tout cas, qui a favorisé l'émergence d'une idée et d'une éventualité de dissolution, il y a une différence fondamentale entre les Républicains et le président, qui lui voudrait qu'on travaille plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps, et qu'il n'y a plus qu'un actif sur, en tout cas 2 actifs pour un retraité. Tandis que les Républicains ont une approche beaucoup plus au cas par cas et veulent intégrer des problématiques liées, à ce qu'il n'y ait pas une trop grande réduction du nombre de régimes de retraite. Il faut savoir que certaines personnes partent à 55 ans. D'autres beaucoup plus tard. Par ailleurs, les Républicains sont beaucoup plus favorables à ce qu'il y ait une approche en termes de pénibilité. Dès lors, le président de la République, s'il présente le projet de loi devant l'Assemblée, risque de se retrouver tout simplement dans un échec, dans la mesure où il n'aura pas la majorité si tous les partis, en tout cas, s'y opposent. Alors, que peut-il faire? L'idée qu'il émet, c'est de dissoudre l'Assemblée, à savoir qu'il va, en tout cas, il va supprimer les mandats des députés qui ont été élus dans leur circonscription, et donc il y aura entre 20 et 40 jours de nouvelles élections législatives qui seraient donc la conséquence de cette dissolution. D'accord. Et quelle est la base constitutionnelle de cette option? C'est l'article 12 de la Constitution
qui précise, et c'est la conséquence de l'élection suffrage universel direct, le président de la République française dispose de beaucoup de pouvoirs. Il a des pouvoirs propres et il a des pouvoirs réservés. C'est ce que prévoit l'article 12 de la Constitution. Et dans les pouvoirs réservés, il a donc cette possibilité, après avoir consulté le Premier ministre et le président de l'Assemblée et celui du Sénat, les avoir consultés. Donc ce ne sont pas des avis conformes qui s'imposent au président. Il a été élu au suffrage universel direct. Il les consulte et prend sa décision en toute individualité. Et c'est vrai que la base constitutionnelle permet au pouvoir réservé du président, prévu par l'article 12 de la Constitution, tout simplement de dissoudre l'Assemblée et par conséquent de priver les députés de leur légitimité et de leur mandat électif en tant que parlementaire à l'Assemblée nationale. D'accord. On leur reproche souvent de brandir la menace du 49-3. Aidez-nous un petit peu à comprendre de quoi il s'agit. La Constitution, depuis sa modification de 2012, le 49.3 existait avant, mais en 2012, il a subi une modification. Lorsque le président de la République et le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui dépose les projets de loi, veut faire passer en force un projet de loi, il peut le faire sans débat, sans vote. C'est le 49.3 qui le lui permet. Donc il dépose, il défend, il n'y a pas de vote et il n'y a pas bien évidemment de débat. Par contre, il est prévu que 60 parlementaires puissent déposer une motion de censure. Le risque qu'il pourrait y avoir, parce qu'il peut utiliser le 49.3, l'actuel président de la République, mais imaginez-vous qu'il y a un consensus objectif où les Républicains, la France Insoumise, la NUPES, le Rassemblement national décident objectivement de voter la motion de censure, mais s'il y a vote de la motion de censure, le gouvernement est désavoué. Il doit obligatoirement démissionner. Donc, c'est vrai que dans l'article 49.3, on peut l'utiliser quand on a une majorité, puisque sa propre majorité ne va jamais se déstabiliser elle-même. Mais à partir du moment où on n'a pas la majorité et qu'on brandit le 49.3, on prend un risque quasi inconsidéré. C'est la raison pour laquelle le président de la République, finalement, l'option la plus logique en droit qui s'offre à lui est celui de la dissolution. Même si beaucoup d'analystes parlent de bluff par rapport à la réforme des retraites. D'accord. Passons au sujet. Alors peut-être sur le plan politique, juste rappeler que le risque, c'est la cohabitation. Ça veut donc dire que s'il n'est pas dit que dans la deuxième élection après la dissolution, le président de la République obtienne une majorité qui lui soit favorable. François Mitterrand, en 1988, a été contraint à une cohabitation avec Jacques Chirac, et Jacques Chirac lui-même a été contraint en 1997 à une cohabitation, il y avait eu des dissolutions, à une cohabitation avec Lionel Jospin. Donc croyez-moi que sur le plan politique, ce n'est pas non plus sans risque. Effectivement. Nous passons au deuxième sujet. Bien. Je vous en prie. Alors, sur ce deuxième sujet, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les évolutions juridiques et politiques qui nécessitent l'avis de la population? Précisément, dans quelles conditions la population est-elle consultée? Oui, en fait, pour rappeler le contexte, parce que nous avons déjà traité partiellement de ce sujet lors d'une émission précédente, mais les élus se sont réunis, en tout cas ont commencé à réunir des experts depuis le début d'octobre. Il y a encore une réunion d'expertise prévue fin octobre, justement pour analyser l'évolution des institutions. Je vais simplement rappeler qu'il y a, me semble-t-il, 4 étapes. L'étape de la simplification, mais ces étapes ont déjà été développées, je ne vais pas y insister. L'étape de l'identification des nouvelles compétences et des dérogations. Après vient l'étape de la modification des institutions et ensuite, éventuellement, la modification du statut en fonction de l'article 73 ou de l'article 74. Maintenant, la consultation des populations.
elle intervient uniquement si on modifie les institutions. La simplification, mais elle fait partie de la loi du 22 février 2022, la loi 3DS, 21 février 2022, la loi 3DS, et dans le cadre de la simplification, de nouvelles prérogatives, par exemple, en matière d'urbanisme, ont été données aux maires. Il me vient l'idée, dans les cas d'espèces possibles et envisageables, le fait que les maires maintenant peuvent plus facilement récupérer ce qu'on appelle les biens sans maître. Donc, il n'y a pas été besoin de consulter la population pour la loi 3DS. C'est un processus parlementaire. De même qu'on voit, il y a eu la loi Notré récemment, la décentralisation, qui a donné de nouvelles compétences aux collectivités. Mais la loi n'a pas eu besoin de l'aval des populations. Par contre, ce qui est important, c'est que l'aval des populations, on a l'expérience, est souvent adossé à un consensus politique préalable. Et prenons l'exemple de ce qui s'est passé à la Martinique lorsqu'il y a eu ce consensus. Dans un premier temps, il y a eu 2 consultations à la Martinique. Le MIM, le mouvement indépendantiste martiniquais, a dit, lui, il est partisan pour une évolution statutaire. Donc, il demande, dans le cadre du consensus politique, à ce que la population soit interrogée, voulez-vous ou non quitter l'article 73 pour passer dans l'article 74? Et il s'est interrogé, en cas de réponse négative, si les Martiniquais voulaient rester dans l'article 73, à militer pour la fusion des institutions. Il y a eu donc 15 jours après une deuxième consultation et cette consultation a été adossée à un consensus politique, y compris des mouvements indépendantistes, puisqu'il y avait déjà eu une première interrogation de rejet du passage du 73 au 74. Et c'est vrai qu'il s'en est suivi une évolution des institutions spécifiques à la Martinique, puisqu'il y a d'un côté une collectivité unique qui rassemble les compétences des régions, départements, mais il y a également un conseil exécutif qui fonctionne un peu comme le gouvernement et l'Assemblée, à savoir que, écoutez, c'est l'Assemblée qui contrôle le gouvernement, mais on est bien d'accord que c'est le gouvernement qui insuffle les projets de loi et par conséquent fait évoluer le droit. Donc actuellement, les populations ne peuvent être consultées que pour l'évolution des institutions, que pour l'évolution statutaire, mais attention, je rappelle quand même aux élus qu'on va vers une réforme importante de la Constitution avant le 31 décembre 2022 par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie. Il se peut que des situations qui, à l'heure actuelle, nécessitent l'avis de la population, ne nécessitent plus cet avis. Et je ne cesse de rappeler, par exemple, qu'il y avait 22 régions en France. Lorsqu'il s'est agi de réorganiser la carte des régions françaises pour les réduire à 12, la population n'a pas été consultée. On a vu le périmètre des régions très largement s'élargir. La loi Notré avait prévu que le conseil départemental disparaisse. Ce qui veut dire qu'on aurait de fait la collectivité unique, puisqu'il n'y aurait eu que la région qui figurerait parmi ce qu'on appelle les collectivités majeures. Donc attention, modification constitutionnelle, et je dis souvent, anticipons, puisque dire à la population, nous allons systématiquement vous consulter, c'est aussi méconnaître le fait qu'il y a des domaines qui risquent de nous être imposés en termes de compétences que nous n'avons pas souhaité, ou en tout cas que nous n'avons pas, en tout cas qui ne seront pas suffisamment réaménagés en tenant compte de nos particularités et qui nous seront imposés sans que la population ne soit obligatoirement consultée. Très bien. Le dernier sujet, on y va ? Qui concerne effectivement le droit. C'est la semaine du droit qui s'est écoulée. Alors, en ce vendredi, nous clôturons donc la semaine du droit et un petit sujet avec un angle pédagogique. On va revenir sur des points précis. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous éclairer sur la définition du droit? Comment on peut définir le droit? Le droit, c'est deux choses, des règles et des situations. Donc, c'est l'ensemble des règles
qui s'applique entre les individus. Donc nous devons quand même pacifier la société, nous devons remplacer le rapport de force par des rapports de droit, mais également l'ensemble des règles entre les individus et les institutions. C'est pourquoi il y a d'un côté le droit civil avec ses multiples branches, mais il y a également le droit administratif lorsqu'il s'agit d'un litige entre un individu et des institutions. Mais là, je voudrais insister, parce que la question m'est souvent posée, le droit n'a pas forcément un caractère général. Le droit s'applique à des situations. Autrement dit, si dans un couple, vous êtes marié, vous êtes en situation d'époux et d'épouse, les règles qui s'appliquent ne sont pas identiques aux règles qui s'appliqueraient dans le cadre de deux personnes qui vivraient en concubinage. Autrement dit, deuxièmement, les règles qui s'appliquent aux personnes valides ne sont pas les règles qui s'appliquent aux personnes qui sont handicapées. Autrement dit, en fonction de chacune des situations, il y a des règles de droit qui s'appliquent et ces règles sont fonction du positionnement que nous avons dans certaines situations. Par exemple, quand vous conduisez, il y a les règles qui s'appliquent, le code de la route, qui ne s'appliquent pas aux piétons, parce que ce sont deux situations qui sont différentes. Donc il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pense, une généralisation du droit avec une logique de généralisation systématique. Non, le droit s'applique à des situations particulières. Vous signez un contrat avec un prestataire de service, mais il est en situation de prestataire, vous êtes en situation de demandeur, de commanditaire. Il y a des règles qui s'appliquent en ce qui concerne justement ces éléments de droit. Donc notez bien cette notion, le droit s'applique à des situations. Très bien. Et dernière question, toujours avec ce même angle pédagogique, qui produit le droit? Le droit est produit soit par des institutions ou soit par nous-mêmes. Il y a ce qu'on appelle le droit objectif. Par exemple, une loi est votée à l'Assemblée. Prenons l'exemple des soignants, donc la loi de début août 2021. Cette loi a été votée à l'Assemblée dans le cadre du droit objectif, c'est-à-dire qu'elle détermine un certain nombre de règles, mais qui s'appliquent à des situations particulières, à savoir ceux qui ne sont pas vaccinés. Là encore, on revient à cette notion de situation. Donc, c'est où l'Assemblée pour le droit objectif, mais ça peut être également un ministère qui prend un décret, donc qui édicte des règles, mais tout simplement le préfet ou le maire. Le maire, par exemple, peut fort bien décider, parce qu'il y a une course cycliste, d'interdire la circulation. Ça veut donc dire que tous ceux qui sont en situation de circuler dans cette zone se voient interdire leur liberté de circuler parce que le droit objectif lui autorise de pouvoir tenir compte de cet aspect-là. Premier élément. Maintenant, le droit, vous pouvez également le produire. Là, maintenant, on est dans le droit subjectif. Un exemple, écoutez, je prends l'exemple, vous avez un prestataire, vous convenez pour un travail de le payer tant, en contrepartie, vous listez les éléments de prestation, écoutez, c'est vous qui avez créé les règles. La règle, combien je le paie? La prestation, qu'est-ce qu'il y a dedans? Fort bien, il peut fort bien y avoir un accord entre vous et moi sur la base de règles que nous convenons, et pour une situation différente, avoir des règles qui peuvent être évolutives. Donc effectivement, on peut nous-mêmes, par ce qu'on appelle les relations contractuelles, pouvoir édicter un certain nombre de règles. On appelle ça donc le droit subjectif. Alors pour terminer, rappelez quand même qu'il y a les logiques de sanctions et que ces sanctions sont alors ou admises. Nous avons signé un contrat, nous constatons les clauses du contrat et nous sommes d'accord sur l'interprétation. À ce moment, le problème des relations interindividuelles
dans la situation de commanditaire ou de prestataire sont réglées. Maintenant, si nous ne sommes pas d'accord, il n'y a que le juge qui peut interpréter le droit, c'est-à-dire s'appuyer sur le droit objectif et de dire, attention, dans ce contrat, le droit objectif dit que telle partie a, en tout cas, une prérogative de sécurité juridique qui lui donne donc raison par rapport à l'autre partie. C'est pourquoi quand on a un problème, alors très globalement, parce qu'au niveau des codes en France, il y en a, je crois, 28. Code de la famille, code des collectivités, code de l'environnement, code de l'urbanisme, il y en a 28, code du sport, etc., code de la santé. Et si vous voulez, ces codes servent d'interprétation aux juges, mais il y a d'un côté deux grandes juridictions. Alors je ne parle pas de la juridiction financière, la chambre régionale des comptes, etc. C'est la juridiction administrative. Quand vous avez un litige avec une administration, donc, ou une structure en charge d'une mission de service public, vous saisissez le tribunal administratif. Si par contre vous avez un problème interindividuel, c'est la juridiction civile ou pénale. Si c'est un problème de commerce, c'est la juridiction commerciale. En réalité, mais écoutez, chaque situation, en fonction de l'objet du litige, est tranchée par une juridiction. Si on ne sait pas quelle juridiction tranche un litige, à ce moment-là, c'est le tribunal des conflits qui est saisi et qui dit ce litige relève soit de la juridiction administrative, soit de la juridiction civile. Comme quoi, je demande simplement de rappeler une chose, le droit, ce n'est pas seulement nous. Quand on a un litige avec quelqu'un, la première question à se poser, dans quelle situation je suis? Deuxièmement, qui a produit le droit? Est-ce que c'est le droit objectif ou alors qu'il y a une relation contractuelle? Et c'est vrai qu'en cas de litige, c'est le droit objectif qui permet de trancher. Voilà, Joël. Merci Georges pour tous ces éclaircissements. Nous remercions les téléspectateurs de nous suivre toujours plus nombreux avec fidélité chaque vendredi soir sur Éclair TV. Je vous dis bon week-end. Bon week-end, bonne soirée et je rajoute que la nuit vous soit douce. À vendredi prochain. À vendredi.